Édition spéciale de Sens Public consacrée à l'avenir politique de Marine Le Pen. Je vais vous rappeler l'essentiel. Le tribunal correctionnel de Paris qui l'a donc condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables avec un bracelet électronique, 100 000 € d'amende. Et puis cette peine d'inéligibilité, 5 ans avec exécution provisoire. Ça veut dire qu'une 4e candidature à la présidentielle s'éloigne pour l'héritière du clan Le Pen. Flora Sauvage. Réunion de crise au siège du Rassemblement national après la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité. Le président du parti, Jordan Bardella, estime sur X que c'est la démocratie qui est visée. Les proches de Marine Le Pen dénoncent une décision politique. L'élection, c'est une personne, une rencontre entre un candidat et le peuple. Et clairement, les juges ont voulu que ce ne soit pas Marine Le Pen. Ils ont voulu les priver de leur candidate naturelle et peut-être d'une prochaine élection présidentielle. C'est très grave. Si l'avocat de Marine Le Pen a annoncé sa décision de faire appel, au Sénat, le président du groupe centriste se dit gêné, à l'image du Premier ministre François Bayrou, troublé par ce jugement. Je suis mal à l'aise avec cette décision parce qu'elle empêche un candidat, en l'occurrence une candidate, d'aller devant le suffrage universel. C'est une candidate qui a déjà été plusieurs fois au second tour de l'élection présidentielle, qui rassemble des millions de voix. Et donc, quelque part, j'aurais préféré que ce soit les électeurs qui en décident. À gauche, si Jean-Luc Mélenchon estime que la décision de destituer une personnalité politique devrait revenir au peuple, pour les autres responsables, on salue cette décision de justice. Je prends acte de ces condamnations qui sont conformes à l'état de droit parce que c'est la justice de la République indépendante qui prend cette décision. Là, en l'occurrence, les juges ne font qu'appliquer la loi, qu'a rendu obligatoire la peine d'inéligibilité en cas de malversation et de détournement de fonds. Donc la sentence est parfaitement juste. À l'étranger, la condamnation de Marine Le Pen a fait réagir ses alliés d'extrême droite. Si le Kremlin a déploré une violation des normes démocratiques, Elon Musk a dénoncé un abus du système judiciaire. En Europe, le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, comme le patron de la Ligue, l'Italien Matteo Salvini, ont apporté leur soutien à la chef de file des députés du Rassemblement national. Les juges ont-ils fait de la politique? Voilà la question de cette seconde partie de Sens Public. J'accueille Catherine Fieschi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, chercheuse associée au Centre Robert Schuman de l'Institut universitaire européen de Florence et vous publiez, livre en anglais, Populocratie chez Agenda Publishing. Dominique Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur émérite de droit public à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, spécialiste de droit constitutionnel. On est également en duplex avec Daniel Lévy, avocat au barreau de Paris. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes élu du Conseil national des barreaux et président d'honneur du barreau pénal international. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, évidemment resté à mes côtés. Allez, je fais un premier tour de table. On attend Richard Verly, correspondant du média suisse Blick, qui va arriver d'une minute à l'autre. Mais comment vous qualifiez peut-être les conséquences de ce jugement du tribunal correctionnel de Paris, Catherine Fieschi? Alors, je crois que d'abord, nous avons tous été un petit peu surpris. Et puis, je pense que les conséquences, il y a des conséquences très immédiates pour la stratégie du Rassemblement national. Quels vont être leurs prochains pas? Quels vont être les appels? On sait qu'ils sont en train d'appeler à la mobilisation. On sait qu'il y a une pétition. On sait que cela remet en cause, en quelque sorte, le tandem, en tout cas l'ordre du tandem Marine Le Pen, Jordan Bardella. Donc, il y a toutes sortes de décisions à prendre, je pense, en interne. Et puis, évidemment, il y a la stratégie à plus long terme. On sait qu'elle va se battre, qu'elle est assez combative, n'est-ce pas? Mais la stratégie et les conséquences à plus long terme, qui sont, qu'on peut résumer dans la question, est-ce que véritablement cette condamnation va l'éliminer de la présidentielle, ou est-ce qu'il reste encore un parcours ou quelques parcours pour qu'elle y parvienne, Mais je pense que ce sont des conséquences assez lourdes aussi auprès de l'opinion publique, des électeurs du Rassemblement national. Donc c'est un millefeuille, si je puis dire, de conséquences. Oui, effectivement, oui, je disais en préambule dans la première partie de l'émission, un séisme avec des répliques et on va être très humble, c'est très difficile d'imaginer toutes les répliques. Dominique Rousseau, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ça sonne quand même comme une fin de carrière politique. Les juges auraient-ils dû en tenir compte dans leur décision?
Alors, j'entends effectivement depuis ce matin haro sur les juges. Oui, 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 Bon, évidemment, alors, c'est un discours un peu facile. Alors, je vais essayer de remettre les choses sur leurs pieds. Oui. Jusqu'à la loi Sapin, la peine d'inéligibilité et d'exécution provisoire était facultative. Et les juges ne la prononçaient quasiment jamais. Afin justement d'éviter qu'on leur dise ils se mêlent du politique. Oui. Devant cela, c'est le législateur, les élus, qui ont décidé non plus que ce serait facultative, mais obligatoire. Obligatoire ne voulant pas dire automatique, puisque les juges ont la possibilité de dire pas de peine d'inéligibilité. Autrement dit... Donc les juges, ils appliquent une loi qui a été votée par les parlementaires il y a quelques années. Alors pas haro sur les juges, haro sur le législateur, si on veut. C'est le législateur qui a demandé aux juges qui n'étaient pas sévères d'appliquer de manière obligatoire la peine d'éligibilité pour un certain nombre d'infractions, violences sexistes, sexuelles et détournement de fonds publics. Donc stop. Faut pas tout mélanger. On oublie depuis ce matin les conséquences. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être, 2 secondes, parler des causes? Oui, bon, on l'a fait la semaine dernière, on l'a refait dans la première partie de l'émission. Mais vous avez raison. On peut le refaire. Je le redis, système de détournement d'argent public européen. Et pas 200 000 euros, des millions d'euros. C'est-à-dire que les élus du peuple ont utilisé l'argent du peuple pour autre chose que ce pourquoi ils ont été élus. Ils ont été élus pour défendre les intérêts de la France au Parlement européen et ils ont utilisé l'argent pour autre chose que défendre les intérêts de la France au Parlement européen. Ce qui, j'ai vu un tweet ou un communiqué, ce qui fait mal à la démocratie, ce qui exécute la démocratie, c'est des élus qui ne remplissent pas leur travail, qui ne font pas leur travail. La démocratie se perd quand les élus ne sont pas intègres. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit dans la déclaration de 1789. Et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est ça qui... Le suffrage universel, c'est la base de la démocratie, on est bien d'accord. Si on permet que soient élus des gens qui ont commis un certain nombre d'infractions, eh bien la démocratie meurt. Vous étiez, bonsoir Richard Verly, bienvenue à vous, arrivé in extremis, correspondante, il n'y a pas de souci, France Europe pour le média. Blick, vous étiez au tribunal, vous avez assisté à l'audience et à l'énoncé du jugement ce matin. Marine Le Pen qui d'ailleurs a quitté la salle avant l'énoncé précis de la peine. À quel moment précis elle s'est levée? Pourquoi elle s'est levée? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe à ce moment-là? Alors, pour vous dire la stricte vérité, je suis parti avant elle. Parce que je n'arrivais pas à me connecter. Il y avait une telle affluence, je n'arrivais pas à me connecter, et donc je suis parti à peu près 10 minutes avant qu'elle-même ne parte. Elle part quand elle comprend qu'il va y avoir exécution provisoire. Quand elle a vu que... Elle part quand elle comprend qu'il va y avoir cette exécution immédiate qui va être décrétée. Elle part évidemment parce qu'elle ne veut pas être cernée par la presse immédiatement. Elle veut pouvoir préparer sa réponse. C'est bien sûr ça. Et elle va le faire tout à l'heure au journal télévisé. Donc je dirais c'est à la fois le refus d'entendre les juges lui asséner de face cette peine quand même extrêmement difficile et délicate à gérer. Et ensuite, c'est une manière de préparer avec ses pairs, avec ses conseillers et avec ses avocats la réponse qu'elle fera. Donc c'est, je dirais, à la fois très personnel. Elle était furieuse. On l'a vu pendant la période où j'étais dans la salle, on l'a vu en permanence faire un nom de la tête. Donc elle était furieuse de la décision, mais c'est aussi un départ très politique pour se préserver de toute déclaration qui aurait pu la prendre, je dirais, à chaud. David Lévy, je viens une première fois vers vous. Est-ce que c'est aussi une forme de, alors je ne sais pas quel terme employer, de mépris, c'est le premier qui me vient, vis-à-vis de l'institution judiciaire, de ne pas rester jusqu'à l'énoncé complet du jugement? Je ne suis pas certain qu'on puisse qualifier cela de mépris. Je ne suis pas à la place de Marine Le Pen. Je ne sais pas ce que ses conseils lui ont dit de faire ou de ne pas faire
au moment du prononcé à la fois des éléments relatifs à la condamnation et ensuite, enfin, à la condamnation, à la culpabilité d'une part, et ensuite à la condamnation qui a été prononcée. Simplement, ça renvoie quand même une image de la manière dont à la fois la justice et les juges sont considérés. Et là-dessus, je reviendrai sur ce qu'a dit le professeur Dominique Rousseau. La décision en elle-même pose d'abord une question de confiance, et une double question de confiance. La première question de confiance, c'est est-ce qu'on a encore confiance dans la justice? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans la justice? Et la deuxième question de confiance, c'est celle que les électeurs, en démocratie, veulent avoir vis-à-vis de leurs élus. Et comme l'a dit Dominique Rousseau, il y a une volonté très simple qui est manifestée par les électeurs quand ils mettent un bulletin de vote dans une urne. Ils veulent de l'exemplarité, ils veulent de la confiance, ils veulent de la probité, ils veulent de l'intégrité. C'est la première observation que je ferai sur la notion de confiance. Et là, on a le sentiment, avec Marine Le Pen qui se lève et qui sort après avoir entendu la présidente de la 11e chambre correctionnelle lui dire « vous êtes coupable », mais sortie avant d'entendre les éléments de sa condamnation. Il y a aussi le fait que chacun va être dans son rôle. Les juges sont dans leur rôle, comme l'a dit Dominique Rousseau, ils sont là pour appliquer la loi républicaine. Elle a été votée par les parlementaires. Si les parlementaires ne sont pas satisfaits aujourd'hui de cette loi, il leur appartient de la modifier le cas échéant, s'ils le souhaitent. C'est le jeu démocratique, c'est le jeu politique. Et le deuxième rôle, la deuxième temporalité, c'est aussi celle de l'électeur. L'électeur sera dans son rôle quand il va être reconvoqué aux urnes et pour décider, pour mettre son bulletin dans l'urne. Troisième et dernière observation, la décision d'aujourd'hui, elle a deux conséquences. Alors, des conséquences qui se superposent. Oui, alors je vous redonnerai la parole dans un instant. Pardon, je vous interromps. Excusez-moi parce que le débat est long, il nous reste une quarantaine de minutes. Vous aurez évidemment l'occasion de nous donner d'autres réflexions. Mais peut-être restons sur l'avenir politique de Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a une possibilité, une petite fenêtre pour éventuellement réussir à se présenter à la présidentielle dans 2 ans? Elle va faire appel. Oui. Elle va faire appel et après, tout va dépendre de la date de l'audiencement. Oui. Si le procureur décide que l'appel sera en octobre, novembre 2025 ou janvier 2026, on peut espérer, si on se met du côté de Marine Le Pen, une décision de la Cour d'appel en mars-avril 2026. Ça lui laisserait 1 an si la présidentielle se déroule bien en 2027. À condition que la Cour d'appel... et si la Cour d'appel... décide d'annuler la peine d'inéligibilité. Bien sûr. Ouais. Donc, oui, il y a une petite possibilité. Alors, il y a aussi une autre possibilité, mais là, je suis moins sûr de moi parce que je n'ai pas eu le temps de regarder. C'est la possibilité pour Marine Le Pen de demander au premier président de la Cour d'appel de suspendre l'exécution immédiate de la sentence du juge d'aujourd'hui. Alors ça existe en matière civile. Oui, et donc on n'est pas bien sûr, a priori non. On n'est pas bien, sauf que la peine d'éligibilité n'est pas une sanction pénale. Oui. Donc, il y a une... Elle fait partie de l'article du Code pénal. C'est vrai que c'est pénal. La peine d'éligibilité, c'est la privation des droits civiques. Oui. Alors, je vois David Lévy qui réagit, donc je pense qu'il faisait le nom de la tête. Très vite, comme ça on clôt cette parenthèse. Il est plus compétent que moi là-dessus. Je vais aller vite. Effectivement, sur ce que vient de dire Dominique Rousseau, je serais moins optimiste que lui sur le calcul des délais d'audiencement. Je pense que il y aura, s'il y a appel, il n'y a pas d'audience avant 12 à 14 mois devant la Cour d'appel. À cela, vous ajoutez le temps des débats devant la Cour d'appel et vous ajoutez le temps du délibéré. Donc, on peut arriver à un délai d'environ 18 mois, donc pas de décision probablement avant le dernier trimestre ou le second semestre 2026. Si on regarde les choses de cette manière-là. Et ensuite, l'exécution provisoire, on ne peut pas l'attaquer spécifiquement. Alors non,
À mon avis, non, parce que on est ici, je pense, dans une exception qui est prévue par le Code de procédure pénale, qui est justement dans l'article 471 et notamment l'alinéa 4 du Code de procédure pénale sur l'exécution provisoire des jugements. Et dans ce cas-là, il n'y a pas, à mon avis, de possibilité de demander au premier président de la Cour d'appel de lever cette exécution provisoire le temps de l'examen de l'appel. Merci beaucoup. Est-ce que, Catherine Cessy, on pourrait imaginer aussi une Marine Le Pen qui saisit le Conseil constitutionnel, éventuellement? Oui, c'est effectivement une option qui est soulevée, une QPC. Et, une question prioritaire de constitutionnalité. De constitutionnalité, exactement. Et on évoque, je pense, et je parle sous le contrôle de Dominique Rousseau, on évoque la possibilité qu'elle le fasse, puisque... On soupçonne le RN d'avoir été particulièrement clément vis-à-vis de la nomination de Richard Ferrand. Et donc, il y aurait un petit espoir d'une clémence en retour. Moi, j'avoue que je n'y crois pas beaucoup, mais je parle sous votre contrôle. Ouais. Richard Ferrand qui a été nommé président du Conseil constitutionnel, voilà. Je le rappelle. Écoutez, je ne vois pas pour l'instant sur quelle base elle pourrait demander une question prioritaire de constitutionnalité, parce qu'il faudrait qu'il y ait un procès. Elle ne peut pas saisir directement, il n'y a pas de saisine directe du Conseil constitutionnel. On ne peut pas attaquer devant le Conseil constitutionnel une décision de justice, en plus quand elle n'est pas définitive. Donc je ne vois pas le chemin pour poser une question prioritaire de constitutionnalité. La base qu'elle évoquait était le fait que l'élection présidentielle était quelque chose de particulier, une élection particulière, et qu'on privait les électeurs d'un constitutionnel. Voilà. Je vais reprendre la main parce que je voulais qu'on creuse un peu et qu'on essaye de voir, parce que là on se met dans la tête des conseillers, des avocats de Marine Le Pen qui doivent chercher des voix pour éventuellement peut-être lui permettre de se présenter à la présidentielle. Mais derrière ça, et c'est notre question principale sur effectivement ces critiques, ces attaques contre la justice qui sont portées. Tiens, je voudrais avant de creuser cette question-là, entendre quelqu'un qui, un peu comme vous, revient à la base de l'affaire. Qu'est-ce qu'on jugeait au tribunal correctionnel? Écoutez, François Ruffin, avec ses mots à lui, dénonçait le système de corruption du clan Le Pen. Il était au micro de nos confrères de LCP. Moi, je voudrais remettre les pendules à l'heure. Marine Le Pen n'est pas victime. Elle est coupable. Elle est coupable avec ses 20 complices. Et elle est coupable de quoi? Elle est coupable d'avoir distribué des emplois fictifs comme des pains au chocolat à toute la petite famille. Un emploi fictif à sa sœur, un emploi fictif à sa belle-sœur, un emploi fictif à son compagnon, un emploi fictif à son chauffeur, un emploi fictif au majordome de son père, et pas des emplois fictifs au SMIC, 5 000 € pour un mi-temps fictif, 10 000 € pour un plein temps fictif, avec des primes de Noël pour des emplois fictifs, qui se chiffre au total à l'arrivée à plus de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, Richard Verly. Si on se place du côté du Parlement européen, du budget du Parlement européen, c'est un scandale financier important, majeur, par rapport à d'autres procédures qui ont pu intervenir? Je pense, non, c'est pas un scandale majeur. Disons les choses, parce qu'il faut ramener le chiffre de 4 millions d'euros à 15 ans. Puisque c'est de 2004 à 2016, 12 ans. Donc, non, ce n'est pas un scandale majeur, c'est un scandale important de la part d'un parti politique qui, il faut le rappeler, à l'époque comptait des députés européens mais ne comptait pas d'élus nationaux, n'avait donc pas de ressources nationales, ce qui à un moment donné a été aussi le cas du MoDem, ça a déjà été évoqué. Moi, il se trouve, alors ça ne vous étonnera pas, parce que travaillant pour un média suisse d'un pays non membre de l'Union européenne, j'ai quand même un petit problème avec cette appréciation du Parlement européen. Parce qu'on passe, le problème, il est vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis de l'opinion publique. Les gens du Parlement européen, que j'ai bien côtoyés comme correspondant à Bruxelles et à Strasbourg, passent leur temps à dire que la politique nationale, c'est de la politique européenne. Ils le disent en permanence. Ils disent que tout ce qui se fait au niveau des États membres, c'est de la politique européenne. Alors bien sûr, François Ruffin a raison. Il y a eu une distribution de ce qu'il appelle les pains au chocolat à quelques membres de la famille. Mais de facto, un certain nombre de ces vrais faux assistants parlementaires européens, pardon l'employé ce terme, travaillaient à des missions de politique
national. Est-ce que véritablement, pour les électeurs, c'est compréhensible, cette différence? Moi, je me pose la question. Je pense que le litige financier, le Parlement européen aurait dû, et c'est l'OLAF, l'Office antifraude de l'Union européenne qui a mené l'enquête, en exiger réparation. C'est absolument clair. Est-ce qu'à un moment donné, le Parlement européen n'aurait pas été plus avisé de proposer peut-être une négociation ou une autre formule qu'un procès au Rassemblement national? Je ne dis pas que c'est ce qu'il aurait fallu faire, je dis qu'à titre personnel, je me pose la question. Alors il y a évidemment beaucoup de réactions politiques, je vous en propose deux. On va commencer à droite avec Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire et candidat pour la présidence du parti LR. J'ai pas l'habitude de commenter une décision de justice, mais là c'est une décision très lourde et exceptionnelle. Et donc je veux quand même dire exactement ce que je ressens. Il n'est pas sain que dans une démocratie, une élue soit interdite de se présenter à une élection. Et je trouve que les débats politiques, ils doivent être tranchés dans les urnes. C'est les Français qui doivent décider. Et c'est comme ça, normalement, que ça doit se passer. Et là, cette décision, nécessairement, va avoir un poids très lourd sur le fonctionnement de notre démocratie. C'est sans doute pas le chemin qu'il aurait fallu prendre. Autre réaction, celle de la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Quand on donne des leçons d'exemplarité à tout le monde, on doit commencer par se l'appliquer à soi-même. C'est ça qui garantit à la fin l'intégrité, le fonctionnement normal des pouvoirs publics, qui est garanti par l'article 5 de la Constitution. Donc c'est normal qu'une aspirante à la présidence de la République respecte ces principes d'intégrité élémentaires. Elle ne les a pas respectés et le meilleur moyen quand on ne veut pas être condamné, c'est pas de demander des totems d'immunité pour soi-même, c'est de respecter la loi, de ne pas commettre de crimes, de ne pas commettre de délits. Elle est condamnée aujourd'hui et donc elle doit payer sa peine, comme tous les Français. Et Mathieu, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ancêtre du Rassemblement national, le Front national, a longtemps fait de la probité un axe politique majeur. Bah oui, souvenez-vous, au début des années 90, alors que la France connaît une succession de scandales politico-financiers, le Front national de Jean-Marie Le Pen opte pour un slogan sans équivoque aux législatives de 1993, main propre, tête haute. Alors main propre, c'est en écho direct aux enquêtes anticorruption manipulées de l'autre côté des Alpes, qui ont fait tomber le Parti socialiste italien et la démocratie chrétienne. Et tête haute, on voit bien, histoire de montrer une forme de singularité dans un paysage où tous seraient pourris. Parce que, qu'est-ce qu'il avait inventé, Jean-Marie Le Pen, au début des années 90, toujours dans le Figaro Magazine? Il invente ce terme de république pour qualifier ce qu'il considérait comme la République des ripoux, c'est un refrain qui, avec celui de la préférence nationale d'ailleurs, va constituer l'ossature de toutes les campagnes du Front National par la suite. 2 décennies plus tard, Marine Le Pen dénonce, elle encore, ce qu'elle appelle à l'époque les 3 M, pour magouille, manœuvre et mensonge, qui caractérisent selon elle la politique à la sauce UMPS, c'était l'UMP et le Parti socialiste. Alors quand je dis 20 ans plus tard, on est au début des années 2010, la classe politique elle est secouée par l'affaire Cahuzac, et la nouvelle présidente du Front National à l'époque n'a pas le mot assez dur pour s'en prendre aux élus condamnés. Écoutez. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Voilà, on est en avril 2013 et c'est diffusé sur Public Sénat et Radio Classique avec Perrine Tarnot et Guillaume Durand. Et évidemment, ça n'a plus rien à voir avec les éléments de langage du Rassemblement national d'aujourd'hui. Eh bien non, car dès que le Rassemblement national a commencé à faire l'objet à son tour de procédures judiciaires, son discours a changé. Le Rassemblement national qui continue d'affirmer élection après élection que la lutte contre la fraude, tous les types de fraude est une exigence républicaine, il ne revendique plus le combat de la probité en politique. Le parti dénonce au contraire une magistrature idéologisée, des juges qui se comportent comme des adversaires politiques. L'heure, elle est à la victimisation des suspects et à la minoration des faits. Jordan Bardella parlera de l'affaire des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen comme un désaccord politique. Alors là, on n'est même plus carrément dans l'enquête. La tactique, elle n'est pas nouvelle. Celle de s'en prendre au juge, c'est celle qu'a utilisée la droite en son temps, notamment. Mais le problème, c'est qu'elle percute de plein fouet la rhétorique d'un parti qui demande toujours plus de fermeté à l'encontre des délinquants et toujours plus d'indulgence à l'égard des siens. En 2022, quand même, souvenez-vous, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, plaidait ainsi pour la certitude de la peine avec un passage derrière les barreaux, quelle que soit la sentence prononcée.
On en est loin. Oui, on en est loin. Rendre inéligibles à vie ceux qui ont été condamnés, même pour des faits de détournement de fonds publics. Évidemment, Catherine Siesky, cette archive, elle va lui coller au basque, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Oui, je pense qu'elle va elle va lui coller à la peau. Je pense aussi, pour revenir un instant sur ce que disait Richard Verly, c'est que c'est vrai que finalement, il y a une porosité entre les emplois au Parlement européen et la politique nationale. Simplement, je pense qu'à l'intérieur du Rassemblement national, ceux qui s'écrivaient des courriers électroniques en disant « attention, on va se faire allumer parce qu'on est en train de créer des emplois fictifs », eux étaient parfaitement au courant, n'est-ce pas, que cette règle était C'est pour ça que je disais, le Parlement européen aurait dû absolument être intransigeant sur le remboursement des sommes, mais peut-être qu'il y avait d'autres manières que de continuer avec un procès du point de vue du Parlement européen. C'est la question que je posais. Juste une précision, on peut rappeler que toute cette affaire ne démarre pas par le pouvoir français qui voudrait écarter Marine Le Pen des élections, mais par Martin Schulz, qui est président du Parlement européen et qui décide de saisir l'OLAF. Non, parce que dans l'espèce de narratif, comme on dit aujourd'hui... social-démocrate. Voilà, il était social-démocrate allemand, mais je veux dire, c'est pas le pouvoir macroniste ou je ne sais qui aurait écarté Marine Le Pen par cette décision de justice. Tout à fait. Effectivement. Je reviens, et pardon, parce que j'ai vu que la question vous choquait d'une certaine façon, mais... Elle se pose, c'est peut-être le verbatim de l'extrême droite ou de la droite, mais la question du pouvoir des juges ou de l'idéologie des juges. Certains parlent d'une magistrature idéologisée, Dominique Rousseau. Est-ce que cette critique, elle a une part de légitimité? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je pense que les juges ont comme référence pour prononcer leur jugement la loi, ou la Constitution, si c'est le Conseil constitutionnel. Et encore une fois, sur cette affaire-là, c'est le politique qui a voulu que la sanction soit plus sévère parce qu'il constatait que le juge ne prononçait pas la peine d'inéligibilité. Donc non, il n'y a pas de pouvoir des juges. Quel est le rôle des juges? Le rôle des juges, c'est d'empêcher un pouvoir d'abuser de sa situation majoritaire. C'est du Montesquieu. Hein. Il y a la faculté de statuer et la faculté d'empêcher. Les juges n'empêchent pas le pouvoir de gouverner, ils empêchent le gouvernement d'abuser de sa situation pour porter atteinte aux droits et libertés. Et je dirais qu'en l'espèce, d'une certaine manière, les juges protègent la démocratie. Un des piliers de la démocratie, c'est le suffrage universel. On est bien d'accord. Bon. Et pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait une confiance entre les électeurs et les élus. Si on ne prévient pas la possibilité d'élire des gens qui ont commis des infractions, détournement de pouvoir, violences sexistes, violences sexuelles, etc., on sape la confiance dans les institutions. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Hein, Donald Trump a été condamné pour des faits sur lesquels on ne va pas revenir. La peine n'a pas été prononcée parce qu'il y a eu justement un arrangement bizarre avec le pouvoir. Résultat, il a été élu. Et vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire que la démocratie aujourd'hui est remise en cause. Enfin, 3 piliers remettent en cause la démocratie. La liberté de la presse, la liberté et l'indépendance des juges et la liberté universitaire. Ce sont les 3 qui sont attaqués par tous ceux qui veulent remettre en cause la démocratie aujourd'hui. Vous vouliez prendre la parole, Catherine? Oui, j'allais dire que je pense que le contexte Trump va jouer un rôle parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que on voit par les soutiens qui se sont déjà déclarés en faveur de Marine Le Pen, d'abord le Kremlin, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, si vous voulez bien, je vais faire la liste. Parce que, et puis je vais vous redonner la parole juste après. Parce qu'elle est assez... je ne vais pas faire de commentaires. Le Kremlin qui réagit en parlant de violation des normes démocratiques. Non, mais vous vous rendez compte, c'est Dimitri Peskov. Des normes démocratiques. Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, je les cite. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui lui lance un hashtag... un mot dièse, je suis Marine. On a aussi l'Italien Matteo Salvini qui affirme « Ceux qui craignent le jugement des électeurs cherchent souvent à se rassurer par celui des tribunaux à Paris. Ils ont condamné Marine Le Pen, ils aimeraient l'écarter de la vie politique, etc. etc. Ne nous laissons pas intimider, nous ne nous arrêtons pas en avant toute. » Mon ami, on a aussi Elon Musk. Oui.
qui a parlé d'abus du système judiciaire. Alors il met en garde, on est dans la menace, hein, il met en garde contre un retour de bâton. Voilà, pour la petite liste des amis de Marine Le Pen qui réagissent. Voilà, et je pense que c'est important, d'abord parce que ça pourrait s'inscrire dans une espèce de magaïsation, en quelque sorte, de cette affaire. Tous les soutiens pan-européens de Trump qui se mobilisent en la faveur de Marine Le Pen, je ne suis pas sûre qu'ils soient en train de lui rendre service. Et deuxièmement, est-ce que cette espèce de magaïsation potentielle... Donc, magaïsation du Make America Great Again. Voilà, exactement. Est-ce que ce phénomène qui pourrait se réaliser, pas forcément, mais qui pourrait se réaliser, est-ce que ça va finalement porter le Rassemblement national à durcir ses positions, finalement? Est-ce qu'ils vont décider que eux aussi vont se ranger du côté des Musk, des Orban, et pour le coup, au lieu de continuer leur dédiabolisation qu'ils avaient donc qu'ils essayaient de parachever, est-ce qu'ils vont prendre un tournant et de nouveau se radicaliser et rejoindre ces autres forces? Mathieu et peut-être ensuite Richard Verlin. Juste pour ça, il faudrait qu'il y ait un chef. Or, cette crise politique va créer au sein du Rassemblement national une crise de leadership. Une guerre des chefs. Souvenez-vous, Jean-Marie Le Pen est condamné à une inéligibilité. Il ne peut pas se présenter aux élections européennes en 1998. En 99, Bruno Maigret, parce qu'il dit, s'il ne peut pas y aller, ça commence. Et donc là, on peut avoir en tout cas des dissensions sur le leadership qui va fixer la ligne. Il y a toute une partie des élus du Rassemblement national qui considèrent qu'au contraire, c'est la stratégie de dédiabolisation qui fonctionne et que ça leur permet de continuer de monter. Et que Marine Le Pen, c'est 3 défaites au compteur et qu'il faut tenter autre chose peut-être aujourd'hui. Donc on va avoir en tout cas toutes ces questions-là qui vont arriver. J'ajoute que pour compléter ce qui vient d'être dit par rapport au mouvement MAGA, au mouvement Trumpiste, la grande différence, et ce qui fait que les Trumpistes, il faut bien le dire, n'aiment pas Marine Le Pen, c'est un problème économique. C'est qu'ils la prennent pour une socialiste. Vu des États-Unis, Marine Le Pen est perçue comme une social-étatiste, à la fois par l'ultra-libéral Donald Trump et par le libertarien Elon Musk. Et ça va demeurer. Donc il y a vraiment un problème de fond avec Marine Le Pen et le Rassemblement national dans son positionnement très social, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'aux États-Unis, le mouvement MAGA, même s'il se réclame de l'électorat populaire, il est tout sauf social. Tout à fait. Moi, ça ne gênerait pas Marine Le Pen. Elle était au départ très sociale, très libérale. Et je pense quand même que tout ce qui peut mener à la déstabilisation des grandes puissances européennes, ils feront feu de tout bois. Et je pense que vous avez tout à fait raison, ce sont de vraies divergences, mais dans le discours, dans le narratif, comme on dit, je ne suis pas sûre que ça suffise pour les bloquer. Alors, je vais vous redonner quand même la condamnation, la décision du tribunal correctionnel de Paris, 4 ans de prison dont 2 fermes, aménageables avec un bracelet électronique, 100 000 € d'amende et cette peine d'inéligibilité, 5 ans avec exécution provisoire. On l'a tous dit, ça veut dire exécution immédiate. Mais il y a d'autres personnalités du Rassemblement national qui étaient visées. On en parle tout de suite avec Steve Jourdain. Rebonsoir Steve, puisque d'autres figures du parti ont été condamnées. Au total, ce sont 25 condamnations qui ont été prononcées ce lundi 31 mars. Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable de détournement de fonds publics et de recel 8 eurodéputés et 12 assistants parlementaires du Front national. Parmi eux, on trouve notamment Bruno Gollnisch, ancien numéro 2 du parti, bras droit de Jean-Marie Le Pen. Il a été député européen pendant plusieurs mandats. Il est condamné à 3 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis, 50 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Il a annoncé faire appel de la décision. Autre condamnation, Nicolas Bay, ex-secrétaire général du Front national, aujourd'hui encore député européen après avoir rejoint Éric Zemmour en 2022. Il écope de 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, 3 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui signifie qu'il perd dès aujourd'hui son mandat de conseiller régional de Normandie. Thomas. Et puis il y a une autre figure du Rassemblement national qui a été condamnée, l'actuel député de Lyon, conseiller régional du Rassemblement national. Julien Audoul, en sa qualité d'assistant parlementaire à l'époque, il écope de 8 mois de prison avec sursis. Sa peine est assortie d'une inéligibilité d'une durée d'1 an sans exécution immédiate. Autre condamnation, Valéran de Saint
Saint-Just, personnalité importante du parti, ex-trésorier du Rassemblement national, aujourd'hui conseiller régional d'Île-de-France. Les juges ont tranché 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, 50 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Il perd donc son mandat d'élu au conseil régional d'Île-de-France. On va aller écouter réagir au sortir de l'audience aujourd'hui. On fait état de sa volonté politique, de pas sa volonté ni judiciaire ni juridique, mais politique. C'est la première fois au bout de 40 ou 50 ans que je vois cela écrit noir sur blanc. Hein. C'est ça qui est absolument invraisemblable. Mais on va résister. Valéran de Saint-Just qui annonce sa volonté de faire appel de la décision. Autre condamnation importante, Thomas, au moins symboliquement. Yann Le Pen, la sœur de Marine Le Pen, mère de Marion Maréchal, elle s'occupait de l'organisation des manifestations du parti tout en étant assistante de Bruno Gollnisch au Parlement européen. Elle est condamnée à 12 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité assortie d'un sursis. Et puis il y a une condamnation qui a potentiellement plus d'incidence politique, c'est celle de Louis Alliot. Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire, ce qui signifie qu'il peut rester maire de Perpignan. La réaction de Louis Alliot a d'ailleurs été communiquée sur le site de la mairie directement. Un jugement que je conteste, ma volonté d'agir reste intacte. Je reste maire de notre ville et je poursuis mon engagement en faveur des Perpignanaises et des Perpignanais, écrit-il. Il annonce dans le même temps faire appel du verdict, Thomas. Merci. Merci beaucoup, Steve. Je me retourne vers vous, David Lévy, parce que c'est vrai que pour le grand public, ça peut sembler un peu compliqué à comprendre. On a une Marine Le Pen avec une inéligibilité à exécution immédiate, qui ne peut pas se présenter à la présidentielle, et puis on a un Louis Alliot qui est maire de Perpignan, qui lui peut rester en poste. C'est compliqué quand même. Non, ce qui n'est pas, non, c'est pas si compliqué que ça. Pour une raison très simple, c'est que le tribunal a fait appel d'une notion connue, classique, qui est ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. L'individualisation de la peine, c'est prendre en compte les circonstances de l'espèce, le degré d'implication de chacune des personnes reconnues coupables et condamnées dans les faits qui ont été jugés, et adapter très précisément la peine à leur rôle et à ce qu'ils ont fait dans l'affaire qui a été jugée. Voilà, les choses sont assez simples et c'est pour ça que pour certaines personnes, vous avez exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité. Pour d'autres, vous ne l'avez pas. Et c'est aussi, par exemple, pour Louis Alliot, le fait que, à ma connaissance, je n'étais pas dans ce dossier, mais pour ce que j'ai suivi de cette affaire, la problématique de détournement de fonds est pour lui restée à un niveau relativement faible par rapport à d'autres personnes qui étaient mises en cause et qui ont été condamnées. Voilà l'idée qui explique les différents types de condamnations. Dominique Rousseau, il faut peut-être aussi faire référence à une décision du Conseil constitutionnel vendredi qui concernait un élu de Mayotte qui contestait une peine d'inéligibilité à exécution provisoire. Oui. Est-ce que, d'une certaine façon, le tribunal correctionnel de Paris a tenu compte de ce que le Conseil constitutionnel avait dit vendredi ? Il en a tenu compte en lisant un jugement pendant 2h30 ou 3 heures. C'est-à-dire ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel dans cette fameuse réserve d'interprétation, c'est OK, le mécanisme est conforme à la Constitution, donc inéligibilité, exécution immédiate, sous réserve que le juge examine de manière précise les circonstances et la personnalité pour pouvoir prononcer une peine adapté et proportionné. Et individualisé, on en revient à ce que disait... Et donc individualisé. Le juge a fait la proportion entre la liberté de l'électeur et la gravité du détournement de fonds, et il a effectivement, comme le dit Maître Lévy, individualisé les peines en fonction de la gravité que chacun a joué dans cette affaire. Et puis, puisqu'on essaye d'être assez précis sur les peines, il y a aussi une condamnation du parti, du Rassemblement national, condamnation à 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million ferme, et confiscation du 1 million d'euros qui avait été saisi pendant l'instruction. Catherine Cessy, on peut dire qu'il n'y a pas de risque existentiel pour les finances du parti qui
qui vont mieux depuis les derniers scrutins. Les derniers scrutins, exactement. Ouais. Non, je pense que de ce point de vue, c'est pas leur premier souci là. Je crois. Non, parce qu'il y a cette accusation de déni de démocratie, de volonté d'affaiblir le Rassemblement national. Il y a ce discours-là. Mais ce discours, dans la foulée du jugement. Bien sûr, et eux aussi feront feu de tout bois. Ouais. Le déni démocratique, il va être instrumentalisé par Marine Le Pen, mais aussi vis-à-vis du Rassemblement national. Je pense que cette décision de justice va être dépeinte comme, en quelque sorte, l'expression du mépris profond des institutions de la République pour les électeurs et les sympathisants de tout le Rassemblement national. Ils se sentent méprisés et je pense que pour eux, ceci va en être la preuve. On peut, pour terminer, il nous reste 2-3 minutes, peut-être, puisque le thème principal de cette seconde partie d'émission spéciale consacrée à la justice, évidemment, et peut-être à la personnalité de la présidente de ce tribunal correctionnel, qui s'appelle Bénédicte de Pertuis. Nos confrères de l'agence France Presse lui consacrent un portrait. Magistrate, je les cite, magistrate d'expérience spécialisée dans les dossiers financiers. Elle n'a jamais été encartée, et on apprend au détour de cette dépêche de l'agence France Presse qu'elle a été, comme 2 autres magistrats, victime de menaces de mort de la part d'un mouvement d'extrême droite qui s'appelle Riposte laïque. Richard Verly, on peut aussi, moi ma première réaction ça avait été de me dire aussi qu'il y a une forme de courage de la part des juges, des magistrats de ce tribunal correctionnel qui savent dans quoi ils s'engagent aussi en prononçant une décision comme celle-là. Oui, incontestablement. Je pense que, on pourrait appliquer ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que les magistrats ont considéré que sur la base de la loi, ils devaient à formuler ces peines-là, qu'elles étaient justes, qu'elles étaient légitimes, et ils l'ont assumé. Cela dit, le courage ne fait pas la lucidité. Voilà, le courage est une chose, c'est incontestable. Après, l'appréciation de la peine, elle est dans ce cas tranchée, ils l'ont faite, mais peut-être que d'autres magistrats, je pose la question, auraient interprété différemment. Interprété différemment ou tenu compte du contexte politique, c'est pas tout à fait la même chose. N'oubliez pas que la décision a été délibérée. C'est pas une seule juge. Il y a une collégialité. Et encore une fois, vous le rappeliez tout à l'heure, les juges avaient été rappelés à l'ordre, en quelque sorte, par le Conseil constitutionnel qui leur a dit, attention, examinez bien, prenez soin de motiver. Et ils ont beaucoup motivé. Donc, je pense pas c'est pour ça que la lecture du jugement a été très longue. Je ne pense pas que c'est une décision qui a été prise au doigt mouillé. Comme ça aurait pu être inéligibilité 2 ans, 3 ans. N'oubliez pas que ça pouvait aller jusqu'à 10 ans. L'inéligibilité. Oui, c'est-à-dire que il pouvait, même si le réquisitoire proposait 5 ans, le tribunal avait évidemment la possibilité d'aller plus loin. Donc, si vous voulez, voilà. Et encore une fois, ce qui met en cause la démocratie, ce ne sont pas les juges, c'est la non-intégrité des élus. Et si vous regardez partout les révolutions dans le monde, à la limite, le peuple accepte que les gouvernants n'arrivent pas très bien à gérer l'économie, le social, etc. En revanche, ce qu'ils n'apprécient pas à un moment donné, c'est la corruption. Qui est la cause de tous les maux. Mathieu, un mot très rapide de corruption. Juste pour dire que je suis très surpris d'ailleurs qu'on connaisse le nom de la magistrate, enfin qu'on en parle, parce que c'est la justice qui a rendu au nom du peuple français, et la justice, elle n'a pas le visage d'un tel ou d'un tel, la justice, c'est une collégialité, donc on ne devrait pas, dès qu'on met le doigt là-dedans, ça devient la décision de Madame Machine, et non pas la décision de la justice. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Catherine Fieschi, le titre de votre livre Populocratie, c'est un livre en anglais, c'est aux éditions Agenda Publishing. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Je vous dis à demain, 18h et 22h. Notre première partie sera évidemment consacrée encore aux conséquences politiques. Elles sont nombreuses et on n'a pas fini d'en parler de cette décision du tribunal correctionnel de Paris. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr, nous réécouter en podcast et noter que l'invité de la matinale demain, ce sera Patrick Kanner, sénateur du Nord, président du groupe socialiste au Sénat. Belle soirée.